Bienvenue au Polysécure, épisode dédié pour plus les PME. Je suis avec Emeline. Bonjour Nicolas Loïc. Ça va bien? Ça va super bien et toi-même? Très bien aussi. Aujourd'hui, nous allons parler, dans ce mois de cybersécurité, de la navigation web, puisque c'est rendu essentiellement un incontournable maintenant, on en fait tous, peu importe comment on le fait, on en fait. Donc, il y a plusieurs éléments là-dedans qui sont importants à considérer au niveau de la sécurité, dont l'usage du navigateur web lui-même, qui est dans le fond l'outil pour accéder au contenu. Ouais, et puis même si tu me le permets, j'aimerais vraiment ça faire une distinction entre le navigateur web, qui va être le main, le sujet principal de ce qu'on va parler aujourd'hui, mais aussi avec le moteur de recherche. On a vraiment tendance à mélanger ces deux concepts, peut-être à raison, peut-être à décortiquer. Donc on mélange souvent le navigateur web et le moteur de recherche. Le navigateur web, c'est le logiciel qui est installé sur notre ordinateur qui permet d'accéder à Internet. Donc, à contrario, pas à contrario, mais en complément, plutôt le moteur de recherche, lui par contre, c'est l'outil qu'on utilise une fois qu'on est sur ce logiciel pour effectuer nos recherches. Puis tu sais bien que j'aime bien faire des petites analogies. Donc là, je vais prendre un petit pirate. Donc on va imaginer qu'on est un pirate. On est un petit pirate solitaire. Puis on a perdu notre équipage, mais on a trouvé un bateau à moteur encore pas trop mal en point pour aller trouver notre trésor tant convoité. Puis vous voyez, il faut voir le bateau de ce pirate-là, voir le bateau comme notre navigateur, comme l'outil, comme le logiciel qu'on utilise pour naviguer sur la mer des Caraïbes, si on reste dans notre concept. Et le moteur de ce bateau, lui, c'est la machine, c'est le moteur qui nous permet d'avancer et de partir à la recherche de notre fameux trésor. Donc, qu'est-ce que tu penses de ma petite analogie? Très intéressant, effectivement. Puis ces confusions-là sont même plus larges que ça. Pour certaines personnes, l'Internet, c'est Facebook. Donc, on a cet amalgame-là. Là, avec le navigateur de web, c'est encore même plus évident parce que la plupart des navigateurs, les moteurs de recherche, parce que le moteur de recherche est souvent inclus à même le navigateur. Puis si on va prendre l'exemple de Chrome, c'est sûr que on a par défaut dans la barre de choses où on inscrit l'adresse, mais on écrit une recherche et on nous amène automatiquement sur Google, Google, l'engin de recherche. Donc, c'est vraiment, elle est très induite, cette confusion-là, et puis elle est très importante à comprendre aussi que quand on fait une recherche, on consomme un service sur Internet versus le navigateur qui est justement notre bateau ou notre élément dans lequel on navigue avec pour se rendre jusqu'au dit moteur ou notre dit trésor. Oui, exact. Puis justement, là, on parlait de le logiciel Google Chrome que la plupart des gens vont utiliser encore aujourd'hui. Mais quand j'utilise Google Chrome, donc ce petit logo avec ses 4 couleurs, du bleu, du rouge, du jaune, mais quand je l'utilise, lui, rien ne m'oblige à utiliser par contre le moteur de recherche Google. Ça, je pourrais changer dans mes paramètres, choisir d'utiliser quelque chose d'autre complètement. Il y en a plusieurs qui existent. Le plus connu va être notre petit canard, qui est le DuckDuckGo, qui vient vraiment protéger plusieurs choses, plusieurs éléments de la vie privée, de nos connexions, de nos recherches et tout. Il y en a quand même plusieurs. Est-ce que tu en as d'autres qui te viennent en tête de ton côté? Non, moi, le seul moteur alternatif que j'utilise, c'est DuckDuckGo. Étant donné que c'est le plus connu, du moins, au niveau de protection de la vie privée. Sinon, on peut avoir, si on sont moins protégés, c'est vrai, il y a Bing qui vient avec Edge maintenant sur Windows. Mais encore là, si on voit le même approche de Microsoft, c'est de pousser son propre engin de recherche, comme Google, de pousser son propre engin de recherche à travers son navigateur. Ouais, c'est vraiment dernièrement, il y a quelqu'un qui m'a parlé d'un moteur de recherche que je ne connaissais pas. Ça s'appelle Ecosia. ECOSIA. Donc, je vais en parler vraiment brièvement, mais il y a des avantages et des inconvénients, comme tout dans la vie, mais c'est un moteur de recherche qui a un supplément éthique. Donc, chaque recherche effectuée contribue à la plantation d'arbres. Donc, je trouve ça intéressant, je trouve ça très chouette, mais comment est-ce que ça fonctionne? Et là où ça me plaît peut-être un petit peu moins, c'est que les recherches qu'on fait sur le web avec Ecosia, il y a des publicités qui sont liées aux recherches, qui génèrent des revenus, et eux, ils s'en servent donc ensuite pour planter des arbres. Mais bien sûr, de mon côté, un petit bémol là-dessus. Ici, la publicité, c'est on va en parler, mais ce qu'on cherche peut-être plus à éviter. Donc, c'est dommage, mais c'est quand même aussi intéressant de voir qu'il y a des initiatives qui existent, qui sont peut-être moins
centré vie privée, mais plus côté éthique, planète, la Terre et tout. Donc je trouvais ça intéressant d'en parler. Quant aussi, Quant est connu. Il y a eu du plus, du moins aussi à travers le temps, mais c'est toujours intéressant. Puis l'idée derrière, c'est de se dire, mais quand je fais une recherche ou quand je navigue sur Internet, quelles sont les traces que je veux laisser? Les mots-clés, souvent, ça va être justement ces cookies, les trackers, les caches, ça aussi, c'est un petit peu confondu tout ça, mais c'est principalement ça qui nous concerne. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, tout à fait. Puis d'ailleurs, il n'y a pas vraiment d'enjeu. Puis là, on parlait de DuckDuckGo, mais même lui-même a certaines problématiques associées à ces composants-là. Parce que quand on vit dans un monde de gratuité dans lequel on a été habitué sur Internet, c'est malheureusement mal connu, mais il faut se rappeler qu'on est le produit, on n'est pas le client de l'élément. Donc, il y a peut-être une réflexion au niveau de la gratuité associée à cette consommation de ces services-là qui peut-être devrait être changée pour justement nous débarrasser de la publicité, qui est un modèle qu'on avait avec la télévision et la radio ou la plupart des médias où la gratuité des émissions, puis encore là, il y a une limite à la gratuité parce que quand on paye le câble ou on paye notre abonnement à Netflix, on finance quand même ce genre de choses-là. Mais au-delà de ça, la publicité était l'autre moyen pour financer ces éléments-là qui étaient un peu plus gratuits qu'on va retrouver sur les postes de télévision qui existent encore en ondes hertziennes où on n'a pas vraiment d'abonnement. Donc, c'est un proche. Donc, ils ont mis ça en web, mais là, le problème en web, c'est que là, on a une capacité de traquer, de suivre les gens énormément. Puis là, ça devient un problème. Là, on le voit en publicité, ces éléments-là, dont on a des éléments de publicité très, très ciblés. Puis ça, il y a au-delà de la publicité ciblée, il y a eu tout le volet de changement des habitudes parce qu'on se fait bombarder de choses. Puis on a donc des publicités ciblées, oui, pour des produits, mais des publicités ciblées aussi pour des partis politiques ou des éléments comme ça qui sont peut-être à ce moment-là un peu plus difficiles, en tout cas plus éthiquement plus questionnables sur comment cette information-là est utilisée et comment elle est utilisée pour influencer notre comportement. Ouais, c'est vraiment intéressant ce que tu amènes parce qu'effectivement, ça vient un peu nous enfermer dans une bulle aussi, hein, la publicité ciblée, / les algorithmes, / ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, c'est des choses qui nous sont proposées et qu'on est susceptible d'aimer. Donc à ce moment-là, ça nous enferme dans une bulle et puis on n'est plus confronté à des informations qu'on est susceptible de ne pas aimer, mais qui viendraient peut-être un petit peu tempérer notre propre point de vue. Je reviendrai peut-être justement sur la publicité ciblée. C'est quoi une publicité ciblée? On parle de ça, mais concrètement, à quoi ça ressemble? C'est quand on recherche typiquement un billet d'avion pour aller à Cuba. Je sais pas pourquoi aujourd'hui, la thématique des Caraïbes et Cuba, un peu de soleil dans ce temps qui devient un peu plus gris, mais je recherche un billet d'avion pour aller à Cuba et qu'après, je vois de la publicité partout sur des voyages dans le sud ou des assurances de voyage. Pareil, je sais pas, j'ai des petites fourmis chez nous, puis là je cherche pour un exterminateur, puis après toutes les publicités que je vois, ça va être en lien avec des exterminateurs. On a la coche un petit peu plus qui fait un petit peu plus peur aussi de dire j'ai parlé avec quelqu'un dernièrement, j'ai parlé avec mon conjoint de quelque chose, puis j'ai juste parlé, j'ai pas fait une recherche, mais mon téléphone m'a écouté, puis j'ai de la publicité ciblée ensuite. Donc ça fait un petit peu plus peur, mais et pour que ce soit possible, les plateformes vont collecter un maximum de morceaux de mon puzzle. Je reviens avec cette analogie que je fais depuis un petit moment de dire que Internet c'est un puzzle, puis que à chaque fois qu'on fait une recherche, à chaque fois qu'on poste quelque chose en ligne, on laisse des petits bouts de notre puzzle. À ce moment-là, les plateformes vont collecter un maximum de morceaux de mon puzzle sur mes habitudes en ligne, mes déplacements, pour me montrer d'autres choses que je suis susceptible d'aimer. Donc, la publicité ciblée, c'est comme des petits espions. À quoi ils servent ces petits espions qui scrutent le moindre de nos mouvements? Principalement, si on reste dans un état d'esprit positif, mais on va venir après dans les inconvénients, mais c'est de nous faciliter la vie, à nous montrer des choses qu'on va aimer. Par contre, ce qu'on oublie, c'est que mes informations sont aussi revendues à d'autres entreprises qui veulent aussi me proposer des articles ou des services que je suis susceptible d'aimer. Mais concrètement, ça revient un petit peu toujours à la question, nos auditeurs, le What's in it for me? Emeline, Nicolas Loïc, à quoi ça nous importe de parler de ça? Concrètement, pourquoi ça nous concerne? Parce à ce moment-là, on n'a pas le contrôle sur la revente de nos données et à qui elles sont revendues. Qu'est-ce que j'en sais si elles sont pas
revendu à des personnes qui sont mal intentionnées, à des personnes qui vont me cibler avec de la publicité frauduleuse, puisque ces personnes ont une excellente idée de mon persona, de mes préférences, de ce que j'aime, de mes centres d'intérêt. Donc, c'est un petit peu tout ça pourquoi ça nous concerne. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, ça nous concerne parce qu'on doit être capable de comprendre à quel point notre information est rendue disponible et elle est accumulée par ces engins de recherche-là, les services sur le web. D'ailleurs, j'écoutais justement ce matin même, là, c'est Mike Espinoza qui parlait qu'une personne sur TikTok venait de se rendre compte à quel point Amazon, puis là, on parle juste d'un fournisseur, collecte de l'information sur cette personne-là. C'est sûr que la personne avait beaucoup de services Amazon, avait Alexa et ainsi de suite, avec toutes ces affaires-là. Donc, elle s'est rendue compte, puis là, j'ai pas le souvenir exact de ce qui avait été mentionné dans l'épisode et ce que la personne a fait. Mais de tout apparent, je pense qu'elle a fait une demande d'information à Amazon et Amazon a envoyé toutes les informations qu'elle avait sur elle. Elle a vu toutes ses habitudes d'achat, elle a vu sa géolocalisation, elle a vu des clips, 3000 clips vidéo, pas vidéo, audio de Alexa. Donc, tous les bouts de parole qu'elle a dit, tout ce qui est enregistré par Alexa, et c'est conservé. C'est ça qui devient excessivement épeurant, ce que les gens ne comprennent pas et parce qu'on ne le voit pas, ça nous touche pas ce genre de choses-là. Enfin, c'est très épeurant. Puis il y a donc des moyens, des habitudes à changer. Là, on va parler du navigateur web dans cet épisode-ci pour toucher ce genre de choses-là. Comment Amazon, à travers notre navigation, comment Google, à travers notre navigation, tire des conclusion sur qui on est. C'est le fun d'avoir la publicité ciblée, comme tu disais, parce que ouais, ça a des avantages, tout ça. La réalité, c'est peut-être un peu épeurant, là, comme tu mentionnais justement, que tu as eu une discussion. Ça, il y a des. Je ne sais pas à quel point on peut dire qu'il a vraiment écouté ce que tu as dit, à moins que tu aies un Alexa chez toi. Mais normalement, si tu n'as pas d'Alexa ou tu n'as pas de Google Home, la probabilité que tu sois entendu elle est plus faible. Mais c'est plus parce que tu as probablement eu des recherches parce que ça traîne dans ta tête sur Facebook. Puis là, c'est le croisement. Facebook a partagé avec Google, a partagé. Fait qu'à ce moment-là, tout cet univers-là vient créer un profil complet sur nous. Et ensuite, ben là, qui vient nous influencer, là, un peu comme je mentionnais tantôt. Là. C'est aussi toute l'importance d'adopter des habitudes, de saines habitudes. C'est pas évident. Il y a le mode incognito, entre autres, dans les navigateurs qui permettent d'atteindre une partie de cet élément-là. Ouais, c'est le mode incognito aussi. On a beaucoup de fausses croyances, beaucoup de mythes au travers de ce mode incognito-là. Et je vais ouvrir cette parenthèse-là, poursuivre cette parenthèse-là que tu as ouverte. Donc, c'est un peu le mode incognito, la navigation privée. On revient, si je reviens plus au risque de fraude, on sort du gros méchant petit espion et on vient aux fraudes. Lorsque la navigation est privée, lorsque c'est activé, mon navigateur ne va pas enregistrer les sites visités, donc il va pas les enregistrer dans mon historique et il va ne collecter aucun cookie. Mais c'est tout, ça nous rend pas non plus invisibles sur Internet. Donc il y a quand même du plus parce qu'on l'a dit, les cookies, les trackers, c'est quand même ces vilains petits méchants. Mais d'un autre côté, ça nous rend pas invisibles non plus sur Internet et ça ne nous protège pas de la fraude. Si je reviens avec ce petit chapeau-là, si par exemple je télécharge un fichier qui est malveillant, un fichier qui a été corrompu, peu importe, mes choses sont quand même à risque. Si j'entre mes données de personnel, mes coordonnées bancaires sur un site web qui est monté de toutes pièces, qui est frauduleux, le mode incognito, il va quand même envoyer mes informations de l'autre côté. Ça garantit aucune sécurité supplémentaire contre ce type de fraude, ce type de piratage. Donc, comme n'importe quelle méthode, si je continue avec cette mini parenthèse-là, comme n'importe quelle méthode de navigation, la vigilance reste de vigueur. Mais effectivement, mode incognito, pour ce qui est plus du volet, les trackers, les cookies, ça reste quand même pertinent. De ton côté, est-ce que tu navigues en tout temps en mode incognito ou pas nécessairement? Pas nécessairement. Je vais plus aller comme avec Firefox, effacer tous mes cookies à la fin de la session. Ça revient à un mode incognito, mais peut-être un peu plus brutal à certains égards et peut-être brise certains fonctionnements ou certaines habitudes qu'on s'est fait habituer d'abord que nos sessions, il y a une forme de persistance entre l'ouverture et la fermeture de nos sessions avec notre navigateur. Le fait d'effacer les cookies enlève cette persistance-là. Donc, je dois ressaisir essentiellement mon utilisateur mot de passe et MFA à chaque fois que j'accède à certains sites. Ce que je réussis à atténuer comme irritant avec un gestionnaire de mot de passe.
mais quand même, ça brise un peu l'habitude qu'on a, disons, qu'on s'est fait habituer dans les dernières années, mais ça revient un peu à empêcher que je sois traqué à l'aide de cookies. Puis personnellement, j'ai un biais positif face à Firefox au niveau de la protection de la vie privée. Pour moi, c'est le navigateur qui en tout cas, présente le plus d'avantages de ce côté-là. Ouais, un navigateur web, donc logiciel installé sur mon ordinateur. Moi aussi, personnellement, j'ai une grosse préférence pour Firefox. Et comme toi aussi, le fait que quand je ferme mes pages Firefox, ben, à ce moment-là, le cache, les cookies, tout est supprimé, tout est délité. Et puis, c'est vrai que ça amène des enjeux, comme tu disais, au niveau du double facteur d'authentification, que du moment où est-ce que tout est fermé puis que tout est supprimé dans la mémoire de mon navigateur, ben c'est sûr que la prochaine fois que je me reconnecte à mon Facebook, il va falloir que je remette mon courriel, mon mot de passe, puis que je remette le petit code de mon double facteur d'authentification. Donc, il y a des avantages, il y a des inconvénients aussi, puis je ramène toujours l'idée que la sécurité, c'est une affaire de compromis. C'est toujours une affaire de compromis, c'est toujours de OK, j'accepte un certain niveau de sécurité qui vient avec un autre niveau de risque aussi. Je sais que je suis peut-être pas balancée à 100% puis que je suis pas sécurisée à 100%. De toute façon, on se le dit, la sécurité à 100%, ça n'existe pas. Voilà. Mais c'est de dire, bon, ben voilà, au moins j'ai fait un choix. C'est pas de laisser les choses au hasard en disant, oh, bah, ça doit peut-être bien être comme ça. Non, faisons un choix sur ce niveau de compromission qui est acceptable, ce niveau de risque qui est acceptable pour nous, de se dire, bon, ben, à ce moment-là, est-ce que j'aime mieux ne pas supprimer tout mon cache et mes cookies à la fin de ma navigation? Est-ce que j'aime mieux le garder? Est-ce que j'aime mieux développer un automatisme de le supprimer à toutes les semaines, peut-être, au lieu d'à tous les jours? Donc, c'est vraiment toujours cette affaire de compromis et ce qui est pas évident parce qu'à ce moment-là, l'humain va toujours avoir justement ce pouvoir-là sur la technologie, puis ça amène peut-être des oublis, des erreurs et toutes ces choses-là. Mais non, effectivement, le Firefox. Et c'est intéressant parce que justement, tu me disais en off tout à l'heure que aussi tu utilisais un navigateur web différent dépendamment de ton utilisation. Je trouvais ça super intéressant aussi, si tu veux nous en parler. Oui, ben c'est une façon de cloisonner puis d'éviter justement que les choses traversent d'un à l'autre. J'utilise tous les trois navigateurs tandis que j'opère sur Mac. Fait que j'utilise Safari, Chrome et Firefox. Et chaque navigateur est utilisé pour une fonction qui lui est définie. C'est-à-dire que mon quotidien se fait dans Safari, par exemple. Mes choses plus business se font dans Chrome et mes choses à très haute sensibilité se font dans Firefox. Fait que je fais cette barrière-là entre les navigateurs, ce qui me permet de justement ne pas faire fuiter de l'information sensible entre ces univers-là. Puis quand je parle d'affaires, c'est-à-dire c'est toutes des affaires plus quotidiennes, mes courriels d'affaires, parce que Chrome, heureusement ou malheureusement, ça dépend de notre point de vue, est le navigateur le plus utilisé et donc le mieux supporté par la plupart des plateformes qu'on utilise de collaboration en ligne et ainsi de suite. Donc, c'est plus dans cet univers-là que je vais opérer. Quand que je fais des opérations sensibles, je vais vraiment dans Firefox où là, je m'assois, puis lui, la session est vraiment remise à zéro à chaque fois. C'est très irritant parce que c'est tous des systèmes qui exigent le MFA tout le temps, plusieurs autres facteurs, donc ça, mais c'est ma façon de séparer choses sans avoir un ordinateur différent pour chacune des fonctions. Puis, si on veut vraiment aller dans un cas d'ordinateur différent, pour ceux qui sont un peu plus habiles en technologie, il y a Cubes, qui est un système d'exploitation qui permet une cloison très étanche entre les différents univers. J'ai commencé à l'utiliser dernièrement justement pour augmenter d'un cran ce que je fais. Donc, dans un cas de navigation, quand je pourrais considérer un peu plus à risque, parce que c'est des sites moins fiables, je pourrais justement, puis des sites de potentiellement hacker ou des éléments comme ça, mais je vais aller avec un ordinateur qui est adapté à ce genre de choses-là, qui est vraiment cloisonné, encore plus étanche que juste prendre trois navigateurs comme je fais dans mon quotidien, là. Mais Cube, est-ce que c'est sous forme de clé USB? Comment est-ce que ça se passe? Comment ça fonctionne rapidement? C'est dans ce que la façon dont je l'ai installé, c'est un full système d'exploitation. C'est que j'ai vraiment installé ça sur un ordinateur qui est dédié qu'à ce genre de choses-là, qui permet un cloisonnement, selon leur dire, étanche entre les différents domaines d'action. Donc, ils ont constitué un système quand même utilisable,
Mais avec, encore là, comme tu parles de sécurité, il y a toujours des irritants. Fait que, donc, à ce moment-là, il y a quelques difficultés. Puis, c'est pas certaines habilités techniques pour le mettre en œuvre. Là. J'ai juste l'installer a été ardu, même moi qui m'y connais un peu plus que la moyenne des gens. Ça a été une aventure réussir à mettre ça en œuvre. Puis l'autre problème que j'ai rencontré, entre autres, c'est que la mise en réseau, fait que j'ai connu beaucoup de difficultés à la mise en réseau de l'ordinateur en question. Donc, l'ordinateur sans réseau, mais de nos jours, c'est un peu inutile. Là. C'est intéressant. C'est vraiment intéressant. C'est une couche de plus de protection. Puis là, parmi les personnes qui nous écoutent, si on dit, OK, Emeline, Nicolas, Loïc, vous nous avez convaincus, on va changer nos paramètres. Comment ça se passe? C'est effectivement au niveau du navigateur web, donc au niveau du logiciel qu'on a d'installer. Donc déjà faire un choix, à savoir est-ce que je veux toujours utiliser Google Chrome? Ça peut être une réponse. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. On le dit, c'est une affaire de compromis tant qu'on a conscience de ça, du risque et des avantages. Donc faire un choix. Puis ensuite, c'est vraiment dans les paramètres. Donc aller bidouiller dans les paramètres du navigateur. Donc au niveau les cookies, au niveau le cache, au niveau de l'historique, au niveau de tout ça, c'est vraiment d'aller faire des choix un par un dans ces paramètres-là. Est-ce que tu vois d'autres choses que j'ai oubliées? Non, mais c'était pas dans ce genre de configuration-là. Puis là, ben, tout en tant qu'avoir abordé ces sujets-là, on va soit embarquer dans le rien à cacher. C'est la réplique, la plupart des gens, moi, j'ai rien à cacher. C'est pas tout à fait vrai. Il faudrait changer cette façon-là. Ça devrait dire, pour moi, quand j'entends ça, c'est-à-dire j'ai rien à protéger. Donc, est-ce que ces gens-là ont réellement rien à protéger? Je suis pas convaincu. On a beaucoup d'informations qu'on veut protéger ou on ne veut pas diffuser à tout le monde non plus. Là. Ouais, surtout quand on est une entreprise, hein. Surtout quand on est une entreprise, puis que oui, on fait la part des choses et il y a nos données personnelles à nous et celles de l'entreprise. Et bon, je suis sûre qu'on a quand même tous une certaine au niveau de notre intellect, au niveau de nos choses, nos données, notre propriété intellectuelle, c'est le mot que je cherchais. Mais on a quand même une certaine responsabilité face à la protection des données de nos clients, de nos fournisseurs aussi. On les oublie, nos petits fournisseurs, mais eux avec, on a des informations sur eux. Puis si on veut maintenir la relation d'affaires, puis la faire perdurer dans le temps, maintenir le lien de confiance, on a quand même des choses à protéger comme information. Et je prends souvent l'analogie, et peut-être que je l'ai même déjà faite sur le podcast, mais c'est la question de se dire, OK, peut-être qu'on n'a rien moi non plus, j'aime pas cette phrase, je n'ai rien à cacher. Je pense qu'on a tous des choses à vouloir protéger et des choses qu'on n'a pas envie qui se retrouvent sur Internet parce qu'on sait que quand on met quelque chose sur Internet, ça reste pour la vie. Même si on le supprime, il y a toujours des traces à quelque part sur des serveurs ou quelqu'un qui pourrait l'avoir enregistré de son côté. Tout ça pour dire que souvent, l'analogie que je fais, c'est est-ce que j'ai envie? C'est comme si en fait je me promenais au centre-ville pour magasiner, puis c'est comme si j'avais ma carte d'identité placardée sur le front. On savait exactement, c'est comme si j'avais cette petite carte sur mon front avec mon nom, qui je suis, donc avec mon adresse IP. En gros, hein, quand je navigue sur Internet, c'est l'information principalement. Puis à chaque fois, il y a comme des petits bouts. À chaque fois que j'achète dans un magasin, je vais au H&M, et c'est comme si, hop, on sait qu'elle a été au H&M, hop, on sait qu'elle a été, peu importe sur les magasins, et c'est comme ça prend des petits bouts à chaque fois. Donc est-ce que on n'a rien à cacher, mais est-ce qu'on veut vraiment que ces informations-là soient accessibles? Est-ce qu'on voudrait peut-être plutôt les protéger? Donc non, c'est vraiment, moi aussi, ça me rejoint beaucoup, beaucoup et ça m'hérisse les poils de bras, cette phrase, je n'ai rien à cacher. Ouais, puis d'autant plus, puis ça, pour revenir à la TikTokeuse qui a mis en lumière l'information qu'Amazon avait ramassée sur elle, je pense que parce que les gens ne mesurent pas l'étendue de l'information que ces grandes compagnies-là ramassent sur nous, quand on commence à aller voir et à comprendre l'étendue de ça, peut-être que, puis jamais la réaction que ça a, c'est un peu c'est horrifiant parce qu'à quel point on est finalement qu'une série de données dans ces ces grandes bases de données-là, de ces fournisseurs-là. J'ai aussi aimé la référence le rien à cacher, puis encore, puis là, ça parle des propriétés intellectuelles, puis des clients, puis ainsi de suite. Puis là, ben là, on est dans un univers où maintenant, au Québec, on a la L64 qui est rentrée en action, mais qui est en cours de rentrer en action, parce qu'elle a 3 ans de mise en œuvre. Là. Puis d'ailleurs, j'aurai un épisode spécial justement pour expliquer la mise en œuvre de la L64, parce qu'elle a des conséquences très importantes pour les PME qui sont malheureusement, généralement, mal outillés face à ce genre de choses-là. Ils sont déjà même pas au courant que la loi existe, donc des responsabilités qu'ils vont avoir et tout ce qui va s'en suivre ensuite. Fait on a tout un élément de sensibilisation à amener de ce côté-là qui va être, à mon avis, très intéressant aussi. Donc, on a légalement maintenant l'obligation de protéger de l'information.
Puis ça vient plus renforcer justement le fait de protéger cette information, non la cacher. Parce qu'on ne cache pas l'information sur la cache, ça ne sert à rien. Donc, elle nous sert pour nos besoins d'affaires, pour développer nos marchés, développer nos choses. Ouais, puis c'est un excellent point, ça, la loi 64. Et moi, j'ai envie de dire aussi aux entreprises justement qui nous écoutent au niveau de se conformer à cette loi-là, d'être dans les pionniers, d'être dans les premiers aussi. Pourquoi? Parce que ça vient se démarquer auprès des autres entreprises en disant hey, nous tu sais c'est un projet, c'est plus un projet, pardon, c'est la loi 64, mais c'est en place, puis on sait bien qu'on a 3 ans pour mettre des choses en place, mais nous là c'est notre priorité. Et puis d'un peu de se démarquer justement aussi aux yeux des autres entreprises, de ses collaborateurs, de ses clients, en disant pour nous la protection de vos données personnelles est une priorité. Puis à ce moment-là je trouve ça sexy quand même. C'est faire rien faire avec une entreprise qui te dit ça, c'est que c'est vraiment tentant, puis ça rentre dans la balance de faire un choix vers celle-ci. Donc vraiment c'est très intéressant. Ben absolument, ça va devenir nécessairement des éléments marketing intéressants. Puis comme la plupart des gens les gens deviennent de plus en plus éveillés à l'aspect sécurité et protection de leurs données. J'ai l'impression que justement, quand les compagnies vont montrer qu'ils sont conformes, qu'ils protègent adéquatement les informations de leurs clients, ça va inciter encore une plus grande fidélité à ces entrepreneurs-là, puisqu'ils vont avoir fait l'effort minimal, en tout cas, pour protéger les informations des gens. Puis ensuite, pour ceux qui veulent faire ouvrir les marchés européens, par exemple, la conformité à la L64, étant donné qu'elle est à parité plus ou moins avec le RGPD, nous permet justement une facilité d'accès au marché européen pour ceux qui désirent exporter ou qui travaillent dans le milieu de l'information où on a une facilité d'opération avec des antennes européennes, là, quand on vend des services ou quand on vend des logiciels, par exemple. Non, absolument. Puis, est-ce que tu me permets de refaire un petit saut par rapport, on en a parlé, navigateur web, mais moteur de recherche? Tu sais, parce que lui aussi, il va collecter des petites choses sur nos recherches. Toi, personnellement, est-ce que, là, c'est toujours la question, est-ce que c'est indiscret de te demander lequel tu utilises? Non, mais plus sérieusement, lequel tu vas avoir une tendance pour en parler de DuckDuckGo et tout? Est-ce que c'est celui que tu utilises personnellement ou? J'utilise Google et DuckDuckGo, tout dépendant des besoins que j'ai. Quand que je suis dans un contexte professionnel où je n'ai pas, où mes recherches, je ne sens pas le besoin ou ne viennent pas m'identifier comme personne parce que je vais faire des recherches par rapport à, disons, des besoins spécifiques pour les mandats que j'opère, c'est plus ou moins grave que ça se sache. Donc, puis les résultats sont généralement plus adaptés parce que c'est des recherches beaucoup plus précises. Quand je suis plus dans ma vie personnelle, effectivement, j'allais plus avec DuckDuckGo, qui, à ce moment-là, je ne vais pas laisser des petits, comme le petit pousset, des miettes des miettes de pain partout, justement, qu'on puisse remonter jusqu'à moi facilement. Donc, ça m'identifie. Fait que, essentiellement, Google sait que je suis un professionnel en sécurité. Ça ne me dérange pas beaucoup. Par contre, il ne sait pas quelles sont mes habitudes personnelles dans lesquelles sont justement privées, ne sont pas à partager avec la planète entière. Ouais, c'est intéressant justement ce que tu amènes, puis c'est ce que je voulais amener aussi. C'est un peu quand je fais une recherche avec DuckDuckGo, mes résultats de recherche vont être différents que si j'avais fait la même recherche avec Google. Ça, c'est un fait. Et ça rentre un petit peu dans la case inconvénient. Même si DuckDuckGo va être, je pense, dans les mieux, hein, si on compare avec peut-être d'autres moteurs de recherche, va être quand même très, très efficace, très pertinent. Mais effectivement, des fois, quand on cherche quelque chose, il va falloir peut-être chercher un petit peu plus longtemps, un petit peu plus, ou de faire une recherche un peu plus précise pour avoir exactement, quand on a quelque chose en tête, ce résultat de recherche-là. Donc, ça rentre dans les inconvénients, mais par contre, et tu l'as dit de façon excellente, de dire c'est pas le démon et le diable en personne d'utiliser les deux et d'utiliser encore Google. Il faut juste faire la part des choses, faut juste toujours cette histoire de compromis-là et de dire pour telle situation, je décide d'utiliser tel outil et ainsi de suite. Donc, c'est de se faire confiance aussi, de connaître sa limite en disant en tant qu'humain, je sais que je passerai pas de l'un à l'autre. Moi, je vais prendre un exemple tout bête de ma vie de tous les jours. Moi, je suis quelqu'un qui aime pas trop changer. Donc, tu sais, si mon chum devait m'acheter à chacun de mes anniversaires un sac à main différent, moi, ça m'embêterait parce que moi, j'aime pas changer de sac à main. J'aime pas avoir donc c'est la même idée de dire si je sais qu'en tant qu'humain, en tant qu'individu, je ne changerai pas de navigateur, je ne changerai pas de moteur de recherche parce que ça me demande un effort supplémentaire, c'est correct de le savoir et à ce moment-là de faire un choix en conséquent.
Ça, j'aime ça beaucoup, le fait de se connaître, puis c'est effectivement très important. Puis aussi, j'aime aussi, là, je vais ramener un peu tes trois personas, de savoir Mmh. où on se retrouve sur ce spectre-là et comment on vit confortablement d'être sur ce spectre-là, de voir quel persona on est, puis donc de prendre peut-être, nous aider à nous connaître en ce sens-là, et ensuite d'adopter des comportements qui vont nous aider. Là. Puis c'est ça, ça vient le changement. Puis tu n'es pas tout seul à résister au changement. C'est fondamentalement humain de résister au changement. C'est juste de prendre des habitudes, puis j'utilise une stratégie similaire à la tienne, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir à me forcer à faire un changement de comportement, par exemple, parce que le cas de navigateur, cela ne m'est pas compliqué, puis c'est bien intégré dans ma vie. Par contre, j'ai d'autres éléments qu'au lieu de me mettre dans une situation qui va devoir que je réfléchisse, ben, j'ai pris des habitudes qui, justement, permettent de prendre le bon comportement sans avoir à y penser. Fait que j'ai toujours adopté des approches comme ça qui facilitent ma vie. Donc, effectivement, si vous êtes un peu plus paresseux sur ce genre de choses-là, mais DuckDuckGo, il devrait être votre engin principal. Et à la limite, quand vous avez besoin des choses extrêmes, moi, je fais l'inverse. Je ferais vraiment dans un contexte qui est adapté au contexte dans lequel je suis. Là. Mmh. Ouais. Il n'y a pas de bonne, il n'y a pas de mauvaise réponse, il y a juste notre réponse. Ça me fait penser à un running gag aussi dans le domaine plus de l'entraînement euh, au gym qui disait il n'y a pas de meilleurs exercices, il y a vos meilleurs exercices. Bref, donc à chaque fois que je dis ça, je pense à j'ai cette phrase en tête, mais c'est ça l'idée, c'est il y a nos solutions et celles auxquelles on sait qu'on va se tenir parce qu'elles sont adaptées à nous, à nos habitudes, à nos intérêts, etc. 100%. Ben, effectivement, c'est ça, parce qu'il faut aligner avec qui on est, parce qu'on s'en prend des choses qui sont désalignées avec qui on est, on ne le respectera pas, on va l'abandonner. C'est régulièrement, puis ça, c'est comme faire un régime, c'est comme commencer un entraînement. Si on y croit pas vraiment ou ça vient pas fondamentalement dans l'intérieur de nous, on va finir par l'abandonner tôt ou tard. D'ailleurs, les clubs d'entraînement, ils savent, là, ils font un peu une partie de leur argent basée sur le fait que les gens abandonnent relativement rapidement. Ils sont pleins de bonnes intentions, mais c'est pas bien attaché à l'intérieur. Donc, c'est vraiment d'aligner avec qui on est pour adapter. Puis, ça revient beaucoup au choix éclairé aussi, puisque la loi 104 au Québec et la RGPD amène beaucoup. C'est d'amener la capacité aux gens de prendre un choix éclairé. Puis c'est un peu ça qu'on essaie de faire aussi dans le cas de navigateur, c'est que les gens puissent faire un choix éclairé sur comment eux vivent avec le fait que les informations soient propagées, puis savoir quelles sont les conséquences. On peut accepter le fait d'une certaine nombre d'avoir des publicités ciblées, par exemple. On peut accepter le fait que Google a un profil sur nous, jusqu'à dans une certaine mesure. Donc, on est capable de faire justement un choix éclairé. Là. C'est ça. Ouais, à 100%. De mon côté, ça faisait le tour des choses que j'avais peut-être à aborder aujourd'hui. Est-ce que j'oublie quelque chose? Non, ben ça fait beaucoup. On est allé très loin sur ce sujet-là. Fait que je pense qu'on l'a vraiment bien exploré sur le volet de la navigation web et navigateur web, justement pour démystifier un peu les différences et adopter des comportements favorables à notre sensibilité au risque. Oui, absolument. Et gardez en tête, tout est toujours une affaire de compromis. Toujours. Mais merci beaucoup. Merci. Bonne journée.